Bonjour Gilbert Deray. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Je le disais, vous appelez les Français à respecter les consignes pour éviter une affluence de patients dans les hôpitaux et puis pour pouvoir passer, dites-vous, écrivez-vous, des vacances de la Toussaint sereines. Agir vite et fort. En lisant cette tribune, je me suis dit, ils ont l'impression que les Français ne font pas ces efforts-là. On les fait. En fait, c'est à la fois un cri d'alarme et un cri du cœur parce que malheureusement, l'été a été extrêmement relâché, on va dire, et le brassement des populations et l'absence de respect des mesures a entraîné la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire une explosion du nombre de cas. On est passé de 3 000 à 70 000 par semaine entre début juillet et maintenant. Et on a inévitablement ce qui était prévu, ce qui était inscrit, ce que nous avons dit, c'est-à-dire maintenant, après les cas contacts chez les jeunes, des patients, des hôpitaux qui se remplissent, des réanimations qui se remplissent. Et on a crié dans le désert en disant attention, c'est avant que les hôpitaux se remplissent qu'il faut agir. Donc il est tard. Il faut pas trop effectivement. Tard. Alors ça, c'est l'avenir qui le dira. Il est extrêmement difficile de le prédire. Je trouve qu'il est trop tard par rapport à ce que nous aurions dû faire. Est-ce qu'on va pouvoir éviter, ce qu'on veut tous éviter, c'est-à-dire le reconfinement? Oui. Est-ce qu'on va pouvoir éviter que des personnes, des hommes et des femmes meurent alors qu'elles auraient pu rester vivantes? Non, parce qu'ils sont déjà dans les réanimations. Donc il faut agir. Il faut agir, dites-vous. On a découvert ça à la faveur de cette crise, un débat parmi les scientifiques. Le professeur Raoult, par exemple, reproche à ses collègues marseillais, on parle de la situation de Marseille, de diffuser des messages alarmistes qui ne correspondraient pas à la réalité. Selon lui, le taux d'incidence est à la baisse, le nombre de personnes hospitalisées à Marseille est à la baisse. Il y a des médecins qui considèrent qu'on en fait trop. Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est mon collègue Didier Raoult. Moi, maintenant, il me sert de contre-boussole, parce que comme depuis le début, il se trompe dans tout ce qu'il dit, eh bien, quand il a dit « écoutez, vous alarmez pas, tout va bien », ça m'inquiète encore un petit peu plus. La deuxième chose, c'est que mes collègues de la PHM lui ont répondu. Il faut que mes collègues ou certains qui ne sont pas médecins et qui se lancent dans ce débat, qui tiennent ces propos, aillent dans les hôpitaux, les services de réanimation. Ce sont les mêmes personnes qui nous ont dit pendant tout l'été « vous inquiétez pas, il n'y a pas de mort », comme s'il fallait attendre les morts pour guérir. Non, il ne faut pas attendre les morts. Donc j'engage ces personnes maintenant à aller sur le terrain, à parler avec des réanimateurs et à voir si ces réanimateurs ne sont pas occupés 24 heures sur 24 pour essayer de sauver des vies. Donc je trouve que ce débat scientifique ne devrait plus en être un. C'est irresponsable ? Oui. Ouais. Oui, c'est totalement irresponsable. Pourquoi ? Parce que, automatiquement, et c'est comme ça depuis le début de la crise, ça s'amplifie. On a maintenant ce que je croyais impossible, moi, c'est-à-dire des clans en médecine, des clans pour prendre des décisions. Honnêtement, je pensais que ce n'était pas possible. Je ne l'ai jamais vécu dans mon monde hospitalier. Et on a des clans, et puis on a la colère. Et puis on a des Français, des restaurateurs notamment, on va beaucoup les entendre dans les jours qui viennent, et on les entend déjà beaucoup depuis quelques jours, qui contestent ces décisions qui sont prises par le gouvernement et qui disent, au fond, il n'y a pas de légitimité scientifique à fermer les bars après 22 heures ou à décider de les fermer totalement dans une ville comme Marseille. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Ils mettent en cause des décisions qui sont prises. Qu'est-ce que c'est difficile ? Parce qu'on a en face de nous des hommes, des femmes qui sont des pères, des mères, et qui jouent leur vie au quotidien. Donc moi, je comprends leur colère, je la ressens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces lieux qui sont les bars et les restaurants sont des lieux de brassage de population et de gens qui ne se connaissent pas. Et c'est là où on enlève le masque. Et c'est pour ça qu'ils sont visés. J'ai bien dit visés, parce que c'est dur en premier. Sacrifiés, disent-ils. Oui, mais c'est quelque part vrai. Et pour une part, moi, ce qui me met en colère, c'est qu'il aurait fallu qu'on agisse plus tôt. Et je voudrais maintenant qu'on essaye de trouver des solutions pour ne pas renouveler les mêmes erreurs tout le temps. On a deux études qui suggèrent qu'effectivement ce sont des lieux de contamination. Il faut aller plus loin. Il faut qu'on avance pour montrer que ces lieux sont ou non des lieux de contamination. Exemple. Pourquoi est-ce que Stop Covid, ça ne va pas être apprécié par certains, n'est pas rendu obligatoire, en tout cas obligatoire pour entrer dans un bar et un restaurant? Il faudrait commencer par l'imposer au Premier ministre. Exactement. Ça, c'était un très mauvais exemple. De façon à ce qu'on puisse tracer les personnes et savoir si oui ou non dans ces lieux on est contaminé. Donc oui, battons-nous ensemble et pas les uns contre les autres. Ça veut dire qu'il ne faut pas renoncer à ces lieux de vie, c'est ce que vous dites ce matin. Il faut peut-être améliorer les dispositifs, comme ça se fait par exemple en Allemagne ou dans d'autres pays européens, où on donne son nom avant de rentrer dans un bar pour laisser un contact s'il y a une contamination. Ça, c'est par défaut. Je préférerais qu'on ait une application qui sera plus efficace. Je n'ai pas dit qu'à l'heure actuelle à Marseille,
On n'avait pas nécessité de les fermer parce que malheureusement c'est nécessaire, mais battons-nous pour que ça ne se reproduise pas. Parmi ce qu'on entend dans ce mouvement de colère, encore une fois, qui va se poursuivre dans les jours qui viennent, parce qu'il y a 11 villes aujourd'hui qui sont obligées de fermer les bars à partir de 22h. Certains maires à Bordeaux, à Lyon dénoncent des décisions qui ont été prises de façon brutale. La question, c'est comment est-ce qu'on peut susciter de l'adhésion désormais en imposant des mesures de restriction, comme c'est le cas pour les bars et les restaurants? Alors attention à plusieurs choses. D'abord, il y a le débat médical et puis il y a le débat politique, économique, sociétal qui évidemment... Mais vous y êtes maintenant dans le débat politique. Mais je ne vais pas échapper au débat, ça je le sais, je ne vais pas échapper à mes responsabilités. Il faut absolument qu'on ait beaucoup plus d'explications en amont. Ça fait 3 mois en fait qu'on fait la fête et honnêtement, sans trop d'explications. Et on a l'impression que ça tombe brutalement. Alors qu'il y avait des choses qui étaient dites pendant l'été qui n'ont pas été entendues. Et une nouvelle fois, moi ce que je souhaiterais, c'est qu'on dise à la fois aux Français et à ces personnes qui souffrent vraiment, que va-t-on faire pour que dans les mois qui viennent, parce que ça va se reproduire, on n'a pas besoin de vous fermer si vous n'êtes pas un lieu de contamination. Quelles mesures prend-on scientifiques pour faire des études dans ces endroits? Le gouvernement donnera désormais tous les indicateurs quotidiens pour justifier les prises de décision. Est-ce que vous y êtes favorable? J'y suis favorable, mais ça ne me suffit pas. Parce que les indicateurs quotidiens, encore faut-il savoir les interpréter. Vous avez vu que même dans le monde médico-scientifique, les explications sont différentes, avec les mêmes indicateurs. Il y a des gens qui vous disent tout va bien, et moi je vous dis ça va mal. Donc il faut faire les indicateurs, mais il faut nous les expliquer. Et quelles sont les actions que l'on va prendre, autres que les gestes barrières, ça on a compris, pour mieux comprendre ce qui se passe en France. Est-ce que vous y croyez lorsque le gouvernement dit on exclut totalement le reconfinement national général? Non. Personne ne sait ce jour ce qui va se passer. Soit la situation, allez, au minimum se stabilise, au minimum, ou s'améliore et tout ira bien, et puis après si elle se dégrade, et personne ne peut vous dire que ça ne va pas se dégrader, alors il va y avoir un choix sociétal à faire. Est-ce qu'on fait vie contre économie, ou cette fois-ci on sacrifie les vies pour l'économie? Donc je ne sais pas. Faut-il anticiper, comme l'a proposé la prix Nobel d'économie Esther Duflo, en disant il va falloir, pour sauver les fêtes de Noël, confiner nationalement 3 semaines avant les fêtes de Noël? Même réponse, ça c'est de la pure rhétorique. On sait au jour le jour qu'on juge, donc savoir ce qui va se passer en décembre, c'est beaucoup trop loin. Pourquoi l'Italie est meilleure que nous, Gilbert Derès? Ce sera ma dernière question. Mais écoutez, si vous voulez que je fasse court, c'est simple. Adhésion de la population. Il y a une adhésion extraordinaire de la population et depuis le déconfinement, ils appliquent beaucoup mieux l'ensemble. Quand on dit mettez le masque dehors, ils mettent le masque dehors, on etc. le met aussi? Le masque dehors? Non, on l'a mis beaucoup trop tard. Le temps qu'on mette le masque dehors, le temps qu'on vous dise c'est pas sous le nez, etc. Ça a été... On a raté le déconfinement en fait. Oui, absolument. On a raté le déconfinement.